À la fin du 19e siècle, la nation albanaise a pris conscience d'elle-même. Elle s'est éveillée, alors que jusqu'ici, elle se voyait plutôt comme une province ottomane. En fait, ils se sont regardés dans un miroir et ils se sont posé des questions sur eux. Et la première question, c'est de qui descendons-nous? Qui sommes-nous? La réponse, c'est qu'ils sont les descendants des Illyriens, ce peuple qui habitait le nord des Balkans dans l'Antiquité. Les Illyriens habitaient les Balkans avant que n'y dévalent les Slaves, qui sont arrivés, eux, dans la région vers le 6e siècle. Mais comment est-ce que tu peux savoir si les Albanais descendent des Illyriens ou des Slaves? Ça doit pas être si facile à déterminer. En pratique, ils vont choisir un critère. Ce critère, c'est la langue. Ils prennent une carte et ils regardent qui, dans les Balkans, parle une langue slave et qui n'en parle pas. Ceux qui parlent slave, ce sont les Slaves, et c'est le cas de tous les peuples de la Yougoslavie et de la Bulgarie. Ça, c'est ce que tu dis, mais peut-être qu'ils ont appris à parler une langue slave parce qu'ils l'ont assimilée, mais qu'en fait, ils descendent des Illyriens. Oui, c'est possible. Peut-être aussi qu'ils sont un métissage des deux. Mais on s'en fiche, ça personne ne peut le savoir. Ce qui compte aux yeux des Albanais, c'est la langue. Elle nous permet de savoir qui a eu une identité illyrienne assez forte pour résister à cette slavisation de la langue. Et là, que voit-on? Qu'il y a des gens dans les Balkans qui parlent une langue qui n'est pas une langue slave, qui n'est pas non plus une langue grecque, qui n'est pas non plus une langue latine. Il y a un espace là où visiblement les gens parlent une autre langue. Cette langue, par déduction logique, ne peut être qu'une langue illyrienne. Et donc les Albanais vont se définir par cet espace linguistique qui est original. Elle s'est construite sur une sorte de conservatisme linguistique. Ce conservatisme, il est fondamental parce que sans lui, on n'aurait jamais entendu parler de l'Albanie. Le nationalisme albanais, au 19e, est fondé sur la langue. Ça veut dire que le jour où l'Albanie apparaîtra sur les cartes, en 1912, ses prétentions territoriales seront conformes à la carte des locuteurs de l'albanais. Et donc l'Albanie est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Oui, ces prétentions sont beaucoup plus grandes que l'Albanie actuelle. Elles englobent le Kosovo, une partie du Monténégro, une moitié de la Macédoine et l'Épire. En fait, les Albanais estiment être à peu près à 60% en dehors des frontières de l'Albanie tracées en 1912. Et pourquoi ça? Parce qu'ils sont un nationalisme tardif. Quand tu arrives trop tard dans un conflit, tu as du mal à te faire respecter. Le premier acte véritable que les Albanais ont posé pour se consacrer en nation, c'est le congrès de Monastir en 1908. Pendant ce congrès, les Albanais se sont dotés d'un alphabet. Parce que jusqu'ici c'était une langue souvent orale, on l'utilisait au gré des instituteurs, soit avec un alphabet latin ou grec ou arabe ou original pour l'écrire. Le congrès a dit « nous formons une nation et donc nous allons l'unifier par un alphabet commun ». Et il a tranché en faveur de l'alphabet latin. 1908, c'est tard. L'immense majorité des nationalismes en Europe sont déjà construits, casqués et armés à cette époque. Et donc c'est difficile pour les Albanais de tirer les marrons du feu, de ce grand feu qu'est la Première Guerre mondiale. Si je vous dis que le nationalisme s'est fondé sur la langue, cela sous-entend qu'il ne s'est pas fondé sur la religion. S'il ne s'est pas fondé sur la religion, c'est parce qu'il ne le pouvait pas. Les Albanais sont trop divisés sur cette question. Quelle est la religion des Albanais? Dans un premier temps, c'est la religion chrétienne. Les Illyriens avaient été christianisés autour du 4e siècle en gros, comme le reste de l'Empire romain. L'empereur Constantin était illyrien après tout. Dioclétien aussi, et son neveu était un pape. Les Albanais étaient chrétiens avant que les Slaves ne le deviennent. Mais lorsque l'Empire ottoman s'est emparé de l'Albanie en 1501, une nouvelle religion fait son apparition. L'islam. On estime qu'environ 2 Albanais sur 3 ont épousé la religion du conquérant. Pourquoi cette islamisation du jour au lendemain? Il y a d'abord le statut inférieur des chrétiens dans l'Empire ottoman, qui se manifeste par une double capitation, un impôt je veux dire, et par le devshirme. Les enfants de chrétiens sont régulièrement enlevés à leurs parents pour être éduqués en islam et servir ensuite l'armée ou l'administration. Cette pratique ottomane s'appelle le devshirme, ce qui veut dire le ramassage, littéralement. On ramasse des enfants. Donc dans ce contexte, se convertir, ça permet d'échapper à la capitation et au devshirme. Oui, mais ce que tu dis, ça vaut aussi pour les Serbes et pour les Bulgares et pour les Grecs et tout le monde.
Pourquoi les Albanais se convertiraient plus que les autres? Parce que les Albanais, contrairement aux autres peuples que tu as cités, sont les seuls dont la langue n'a pas de lien direct avec l'espace sacré. Chez les Grecs, la langue du rite est le grec. Ça crée une proximité entre le peuple et l'Église. Un sentiment d'appartenance peut apparaître à chaque fois qu'ils assistent à une messe. Chez les Slaves, la langue sacrée est le slavon, qui à cette époque a encore des similitudes très proches avec les langues slaves, et donc ça rapproche l'Église du peuple. Mais aucune Église ne parle albanais pendant la messe. Leur langue est chassée du sacré. En tout cas, ce que je te dis là, c'est une première hypothèse, qui moi personnellement me paraît intéressante. Deuxième hypothèse, le fait que le patriarcat est dans la région. Tous les orthodoxes se sentent finalement assez proches de leur patriarcat parce qu'il n'est pas très loin. Ceux qui sont de rite grec ne sont pas très loin de Byzance, et ceux qui appartiennent au monde slave ne sont pas très loin du monastère patriarcal de Peć, au Kosovo. Mais pour les catholiques, et les Albanais sont nombreux à être catholiques, le siège auquel ils se rattachent, c'est Rome. C'est un peu loin. Est-ce qu'on a le temps à Rome de penser aux Albanais? L'historien Serge Mettet, lorsqu'il parle de tout ça, il fait une double négation que j'aime bien. Les Albanais avaient moins de raisons que les autres d'être insensibles aux avantages de l'islamisation. Ce qu'on peut dire, c'est que cette conversion à l'islam, elle a été un bon calcul. La très célèbre famille Koprulu est albanaise, par exemple. Ah, mais oui, ce ne serait pas cette très célèbre famille dont je n'ai justement jamais entendu parler. Celle-là même. Je sais bien que tout le monde les a oubliés. Pourtant, les Koprulu ont donné des frissons à l'Europe entière au XVIIe siècle. Pas parce qu'ils étaient un groupe de rock'n'roll hyper connu, mais parce que ils étaient alors les maîtres de l'Empire ottoman et qu'ils cherchaient à envahir l'Europe. Bref, tout ça pour dire que les Albanais sont généralement devenus de bons et loyaux serviteurs de l'Empire ottoman. Sur cette carte, tu peux voir une répartition approximative des musulmans, des catholiques et des orthodoxes dans l'Albanie d'aujourd'hui. Et les musulmans, ils sont chiites ou sunnites? Ils sont sunnites. Mais 20% d'entre eux sont proches d'une confrérie dérivée du chiisme, la confrérie des Bektashi. Et les Bektashi forment un cas à part dans l'islam, dont je te parlerai peut-être un autre jour. Ça nous emmènerait un peu loin. À ce stade du récit, vous avez peut-être l'impression que les Albanais sont un peuple qui a collaboré avec les Ottomans. Cela leur vaut d'ailleurs les railleries de leurs voisins. En fait, c'est un peu plus subtil que ça. En effet, beaucoup d'Albanais ont pu, comme les Koprulu, connaître une remarquable ascension sociale sous l'Empire ottoman, et même davantage que les Grecs. Mais ce traitement de faveur concerne les individus. Si l'on raisonne sur les peuples, c'est plutôt l'inverse. Les Albanais ont été traités plus durement que les autres. La langue albanaise était interdite quand la grecque était autorisée. Les catholiques étaient poussés à la conversion quand l'Église grecque était confirmée dans son pouvoir, parce qu'ils voyaient en eux un peuple encore très féodal et sans conscience de lui-même. Les Ottomans ont clairement essayé d'absorber les Albanais dans l'identité turque. Elle ne s'est sortie qu'à moitié de cette grande épreuve. Elle y perdit son unité religieuse, mais par miracle, elle conserva sa langue. Lorsque l'Albanie a vraiment construit sa conscience nationale à la fin du XIXe siècle, elle a naturellement cherché à se créer une histoire, à se trouver des précurseurs, des figures héroïques. Le héros qu'elle a trouvé, c'est Skanderbeg, un soldat du XVe siècle. Tu te souviens que je t'ai parlé du Devshirme? Les Ottomans qui enlevaient des enfants chrétiens, oui. Voilà, il ponctionnait les forces vives du christianisme en quelque sorte. Ces enfants chrétiens étaient islamisés. Eh bien, Skanderbeg fut l'un de ces innombrables enfants. Pas dans le contexte administratif du Devshirme. En fait, il a été emmené comme otage enfant suite à un traité de paix entre le sultan et son père. De tels otages étaient alors pratique courante pour le sultan qui voulait tester la loyauté des seigneurs vaincus. Son vrai nom, c'est Georges Castriote. Il appartient à la noblesse albanaise. Et il s'est fait une expérience militaire et politique au sein de l'armée ottomane. Et puis soudain, à l'âge de 38 ans, en 1443, il se met en tête de reconstituer la seigneurie des Castriotes en Albanie. Il trahit les Ottomans, il s'empare de Croya et fait de son fief un pôle incontournable de la lutte de l'Europe contre les Ottomans. Comment ce type a pu tenir tête pendant 23 ans à l'une des plus grandes armées de l'époque? Je n'en ai strictement aucune idée. C'était probablement un homme très doué. D'ailleurs, ce personnage est considéré comme redoutable par toutes les grandes puissances. Les Ottomans l'appellent
le beg Alexandre, en référence à Alexandre le Grand, d'où son surnom de Skanderbeg. Et puis en même temps, le pape lui a décerné le titre d'Athleta Christi, athlète du Christ, pour lui exprimer sa reconnaissance d'avoir retenu l'invasion turque. Et les musulmans albanais, ils aiment ce type encore aujourd'hui, même que c'est un chrétien. C'est un chrétien, et même pire que ça, c'est un apostat, mais il l'aime bien quand même parce que, pour la première fois, un pouvoir albanais se hisse dans un jeu d'ampleur internationale, et ça c'est forcément admirable pour les Albanais qui se cherchent des origines glorieuses. De toute façon, la nation albanaise n'est pas construite sur la religion, mais sur la langue. Skanderbeg a donc parfaitement sa place dans l'histoire de ce pays, tout chrétien qu'il est. D'accord, mais c'est pas lui qui a fondé l'État. Non, Skanderbeg c'est avant tout un seigneur féodal qui se battait pour préserver l'indépendance de la seigneurie des Castriotes, qui était la sienne. Mais alors qui a fondé l'État albanais? Le véritable fondateur de l'État albanais, c'est un certain Zog. Alors non, c'est bien un être humain, en fait c'est un chef de clan, Ahmed Zogu, qui de fil en aiguille réussit à se hisser au pouvoir et à faire sortir le pays de son anarchie, et en prendre la tête dans les années 20. L'Albanie que construit ce nouveau monarque présente une tare principale. Ses frontières sont quand même fortement restreintes. Nous le savons, les Albanais estiment qu'ils ont perdu des territoires par la faute de voisins rapaces. Et le premier pays qu'elle montre du doigt de la sorte, c'est la Serbie, coupable d'avoir annexé le Kosovo injustement en 1912. Dans les épisodes à venir, nous allons revisiter la géopolitique des Balkans avec les yeux meurtris de l'Albanie. Cet épisode est maintenant terminé, il servait d'introduction pour ma série sur Enver Hoxha, qui comportera 2 épisodes. J'espère que vous avez apprécié, si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, abonnez-vous surtout et n'oubliez pas d'activer la cloche, et à très bientôt sur L'étoffe d'un chef.